Au début du XVIe siècle, les conquistadors intensifient leur exploration du Nouveau Monde et offrent au trône de Castille un territoire de plus en plus vaste. Grâce à une série d'alliances et de mariages, le jeune roi Charles Quint, héritier de la famille des Habsbourg, futur empereur du Saint-Empire romain germanique, vint en 1516 s'emparer de la couronne d'Espagne et de toutes les terres découvertes dans les Amériques. Toutes les richesses rapportées des explorations vont désormais arriver à Séville, qui va devenir le centre économique de ce royaume. Nous approchons du Guadalquivir, à l'image des anciennes flottes des Indes qui, à leur retour d'Amérique, arrivaient par la ville de Sanlúcar de Barrameda, qui est une ville qui contrôlait l'embouchure du fleuve. L'accès au fleuve Guadalquivir par Sanlúcar était compliqué, car il y avait des bancs de sable qui rendaient difficile l'arrivée des bateaux. L'aide de pilotes expérimentés était nécessaire pour que les bateaux puissent remonter l'estuaire en direction de Séville. En amont de l'estuaire du fleuve Guadalquivir, Séville a été fondée par les Romains et développée pendant des siècles de présence musulmane. La ville est idéalement située pour protéger la noblesse des attaques ennemies et de la piraterie. Dans le port, les navires des conquistadors qui sont déchargés de leurs trésors exotiques, d'or et d'autres métaux précieux, ne vont pas tarder à croiser les navires remplis d'esclaves. Séville était un port sûr, mais avant tout, elle est la grande ville qui, dès le début du XVIe siècle, centralise et contrôle tout le commerce avec l'Amérique. L'économiste et historien Manuel González Mariscal est spécialiste de la transformation de Séville. Il y retrouve l'historien Juan Manuel Castillo Rubio, avec qui il étudie l'âge d'or de la ville. La conquête de l'Amérique représente un changement fondamental, non seulement pour Séville, mais aussi pour toute l'économie européenne. Depuis l'Amérique, l'argent arrive à Séville et depuis Séville, cet argent va servir à financer les guerres de la monarchie en Europe, à acheter des épices et d'autres produits en provenance d'Asie à Lisbonne et des produits industriels au nord de l'Europe. Au cours du XVIe siècle, Séville se développe jusqu'à devenir une des cités les plus prospères d'Europe. Le successeur de Charles Quint, le roi Philippe II, ordonne la construction d'une nouvelle bourse de marchands au cœur de la ville. Aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'humanité, le bâtiment accueille les archives des Indes, près de 90 millions de documents qui constituent la mémoire de l'empire colonial et de son administration. Passer aux Indes, comme on disait autrefois, n'a jamais été administrativement facile. Et la Casa de la Contratación avait le pouvoir de décider qui avait le droit d'y aller et qui ne l'avait pas. La Casa de la Contratación est importante parce qu'elle crée une administration unique pour diriger tout le commerce entre l'Europe et l'Amérique. On essaie d'éviter que l'initiative privée devance la monarchie, parce qu'on réalise qu'il y a beaucoup de richesses en Amérique. Quand le roi du Portugal meurt en 1580, Philippe II obtient par alliance l'unification des deux couronnes. Il récupère les comptoirs commerciaux portugais et règne désormais sur de vastes territoires à travers le monde. On dit alors que le soleil ne se couche jamais sur l'empire de Philippe II. Espérant profiter de cet élan de prospérité, des banquiers, des marchands et des artistes étrangers s'empressent de gagner Séville et vont enrichir sa culture et son architecture.
Les Génois, les marchands et la bourgeoisie en général essayent d'impressionner par leur style de vie. C'est ainsi qu'ils vont dépasser la noblesse, car ils vont initier la Renaissance en Espagne. Ils vont présenter des sculpteurs, des architectes, des artistes génois et italiens en général. La noblesse va les imiter et va engager les mêmes personnes. Ça se voit dans leurs châteaux et leurs maisons. Ils utilisent un style différent du gothique, que les rois avaient promu au XVe siècle. La situation protégée du port fluvial, qui a fait la fortune de Séville, provoque aussi sa chute. Les marchands réclament des navires toujours plus grands. L'accès à Séville devient trop compliqué, si bien que les Espagnols commencent à chercher des alternatives. Cadiz est une ville qui a une tradition maritime depuis plusieurs siècles, avec des colonies marchandes un peu partout en Europe, avec un important circuit commercial comme en Afrique du Nord avec les îles Canaries. Et bien sûr, dans les siècles qui suivent, elle ne fera qu'accroître son importance. Avec toutes ces caravelles remplies d'or, d'argent et d'épices qui accostent dans son port, Cadiz suscite la convoitise de puissances étrangères, mais aussi des pirates. À la fin du XVIe siècle, elle a reçu la visite du corsaire anglais Sir Francis Drake, qui a détruit dans cette baie une bonne partie de la flotte espagnole. Quelques années après, en 1596, la ville de Cadiz a subi une énorme attaque et a été prise. Elle a été entièrement pillée et plus de 300 maisons ont été brûlées. À la fin du XVIe siècle, comme dans d'autres cités maritimes majeures de la péninsule, les Espagnols décident d'ériger à Cadiz deux forts imposants, Santa Catalina et San Sebastián. Pour l'historien et spécialiste de l'architecture José Manuel Aladro, le meilleur moyen de comprendre la force de dissuasion de ces structures est de se remettre dans le contexte. Tout au long des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, la baie de Cadiz a été le théâtre d'affrontements continus entre les flottes étrangères et les flottes espagnoles. Vu d'ici, on comprend vraiment que les châteaux faisaient partie d'un système de défense. Entre ces deux tours, il y avait une communication visuelle. Ainsi, si la première tour voyait approcher une flotte ennemie, elle pouvait, au moyen de signaux de feu, communiquer avec des tours très éloignées. De cette manière, le système de défense permettait non seulement de repousser une attaque, mais aussi de communiquer avec les populations de la possibilité d'une menace maritime. D'ailleurs, on aurait dû se déguiser en pirate. En pirate, oui. La position stratégique de ces deux forteresses offre à Cadiz et à sa population la protection dont elles avaient besoin et permet aux marchands d'entrer et sortir de la baie en toute sécurité. La petite cité portuaire commence à s'épanouir. La baie de Cadiz devient le chef-lieu de la flotte des Indes, c'est-à-dire qu'officiellement, les navires de la route des Indes, toute la flotte commerciale, partent de la baie de Cadiz. Et au début du XVIIIe siècle, la Casa de la Contratación est déplacée à Cadiz, et la ville devient un véritable emporium, l'une des grandes capitales commerciales du monde à cette époque. Les villes maritimes comme Cadiz ne sont pas les seules à profiter de l'afflux de richesses pendant cet âge d'or espagnol. Pour transporter les marchandises depuis les zones côtières, les autorités créent le premier réseau routier commercial d'Espagne, la Red Caminera. Le territoire devient une véritable mosaïque de marchés. Au centre du pays trône une ville qui pilote l'ensemble, Madrid. La ville s'enrichit et entre dans une période de rayonnement littéraire, artistique et architectural. Lorsque nous survolons Madrid aujourd'hui, nous découvrons les monuments dont la construction a débuté sous les règnes de Charles Quint et Philippe II. Le Palais Royal, l'un des plus grands d'Europe. La Plaza Mayor et le Palais du Pardo, construit au-dessus d'un château médiéval, témoignent encore de cette époque de splendeur.
Au début du XVIIe siècle, malgré les richesses rapportées par les conquistadors, les dépenses croissantes pour mener les guerres et protéger le royaume vont sceller le destin de la couronne. Cette époque, marquée par un accroissement des inégalités entre la noblesse et le reste de la population, est aussi le moment où s'amorce la fin de l'âge d'or espagnol, qui va être raconté par un des auteurs les plus marquants de la littérature. Là, nous voyons les moulins de Consuegra, avec leur silhouette très caractéristique. Ces moulins nous rappellent un célèbre épisode de Don Quichotte, l'œuvre universelle de Miguel de Cervantes. José García Cano a grandi à l'ombre des moulins de Consuegra. Il est aujourd'hui un spécialiste de l'histoire de la Mancha durant l'âge d'or. Ici, c'est l'image typique de Don Quichotte. En fait, Consuegra a servi de cadre à une multitude de films, de vidéos et de publicités sur Don Quichotte, le personnage de la Mancha le plus connu dans l'histoire. Cervantes a été percepteur d'impôts et il a travaillé dans cette région. Il est peut-être même passé par Consuegra et a probablement vu ces moulins il y a des siècles. Et qui sait s'ils l'ont inspiré et aidé à créer cette œuvre immortelle qu'est Don Quichotte de la Mancha. Parodiant les dérives de la société espagnole, Don Quichotte, le héros chevaleresque de Cervantes, erre sur les terres de la Mancha, aide les plus faibles et engage de futiles combats contre des moulins à vent. Sa folie devient le symbole d'une population espagnole qui se désespère dans ces temps de décadence. Le siècle d'or a une fin, c'est-à-dire qu'à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, l'Espagne allait mal. Le roi avait dépensé beaucoup d'argent dans les guerres et des entreprises sans lendemain, et il ne faisait que perdre de l'argent. Et ces impôts, que continuaient à payer les fermiers et les éleveurs, se perdaient dans les coffres royaux. Ces fermiers, ces éleveurs n'avaient plus rien à manger et ne pouvaient donc plus payer l'impôt. Dans Don Quichotte, Cervantes nous décrit ces travailleurs, ce peuple simple, mais aussi sa colère, et décrit très bien les différences entre les classes. Car avec ce personnage de Don Quichotte, il se moque en quelque sorte des nobles, de ces nobles et de ces hidalgos qu'on imagine couverts de richesses alors qu'il n'en est rien. Don Quichotte est un exemple parfait de l'hidalgo qui n'a rien à manger et qui vit des gloires passées et du nom de ses ancêtres. C'était une partie de la société déjà déclinante, déjà très différente de ce qu'elle avait été. À la fin du XVIIe siècle, faute d'héritier, la maison des Habsbourg perd la couronne d'Espagne. La diminution des richesses provenant des Amériques et les conflits répétés en Europe ont affaibli le royaume, et l'Espagne perd son statut de grande puissance. Le temps des conquistadors est passé, mais leur soif d'or et de conquête ont changé à jamais le visage de l'Espagne et ont permis le rayonnement de sa culture à travers le monde.